Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation de ce troisième podcast Derrière le marbre. On a eu énormément de plaisir et de bons commentaires sur les deux premières éditions. Et aujourd'hui, ce sont deux visages que vous connaissez très bien si vous suivez le monde du baseball au Québec. On a la chance d'avoir Jonathan Malo et Carl Gélina qui sont avec nous. Salut les gars! Salut! Je veux prendre le temps quand même peut-être pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui vous connaissent un peu moins. Je commence avec Carl. Instructeur des lanceurs chez les Capitales, copropriétaire de Tonic CrossFit, actionnaire aussi chez B45. Tu es un homme encore assez occupé. Oui, écoute, la saison morte est assez occupée à cause de ces deux entreprises-là dans lesquelles je suis impliqué, mais ça se passe bien. Tonic CrossFit, pour les gens qui veulent aller faire un tour, c'est à quel endroit à Québec? C'est au 23-27 boulevard du Versant Nord. Ouais. C'est l'ancien Palladium, en fait. Oui. Ça peut peut-être sonner des cloches pour certaines personnes. Là. Des bonnes et des mauvaises cloches. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est en bas de la côte Néré-Tremblay, pas loin de la pyramide. Là. C'est un gros centre là, où on a du CrossFit, mais on a également un gym pour monsieur, madame, tout le monde aussi, un gym conventionnel, puis on a du yoga aussi maintenant. OK. Jonathan, ancien joueur des Capitales, aussi, tu es un actionnaire avec les gens de Baseball 360. Ça va bien les affaires chez Baseball 360? Oui, ça va très bien. On peut pas demander vraiment mieux là, pour ça fait 3 ans maintenant qu'on est ouvert. Sauf qu'on est toujours aussi en mode progression, on veut toujours agrandir. Mais pour l'instant, oui, on est très contents. On a une belle gang. Tout va très bien. Puis les gens qui veulent aller voir la boutique ou aller frapper des balles, c'est à quel endroit? C'est dans Vanier, au 185 rue Fortin. Ouais. C'est pas très loin là, de la voie Maltais en arrière de tout ça. Là. Donc, c'est un beau local. On est bien installé. Venez nous voir. Numéro 1, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, mais évidemment, on parle de baseball, puis je veux parler beaucoup de vos expériences comme joueur. Mais juste pour commencer, Carl, saison morte, quand on gagne un championnat, est-ce que c'est très différent des dernières années? On dirait qu'on s'en rend pas compte qu'on a gagné et que ça fait pas si longtemps que ça. Puis des fois, tu prends un peu de recul puis tu réfléchis à là, un mois, on était encore en crampon puis on célébrait avec du champagne partout. Là. Mais on vit un plus gros down, je pense. OK. On finit tellement sur un gros high qu'après ça, du jour au lendemain, tout le monde s'en va. Il n'y a pas de parade là, comme dans le baseball majeur, ça va très vite. Ça coupe sec, puis tu t'en rends pas compte la première semaine, mais après ça, tu te dis, Colin, là, ma vie vient de changer. Puis tu finis tellement haut que là, on dirait que la vie normale est plus plate, on dirait. Mais ça fait son temps, puis après ça, on retourne dans nos habitudes de travail là, pour les entreprises et tout ça. Là. Mais ça a pris 3-4 semaines, là, je te dirais, là, de revenir des émotions, puis vraiment passer à d'autres choses. Parce que ça fait évidemment, je pense, des belles relations, surtout quand tu gagnes un championnat. Mais tu te rends compte aussi qu'il y a peut-être 10-12 gars dans ce vestiaire-là que tu ne reverras jamais sur un terrain de balle. Absolument. Puis Joe, il peut témoigner aussi. Là, si on fait un backtrack des années, là, moi ça fait 11 ans, il y a des joueurs avec qui on a joué. Des fois, il y a des noms qui sont mentionnés. Puis c'est Colin, c'est qui donc lui? Puis on a joué quasiment une saison complète avec ces gens-là. Fait que oui, tu tisses des liens, tu essaies de les entretenir. On a encore, tu vois, une conversation d'équipe, de l'équipe 2017. Les gars s'envoient des niaiseries une fois de temps en temps, fait qu'on garde contact comme ça, mais à un moment donné, il y a de moins en moins de monde qui poste. Puis là, on va perdre le fil là, avec plusieurs joueurs. Joe, ça a-tu été dur, une première saison? Je sais qu'on t'a vu quand même un petit peu au stade Canac. Est-ce que ça a été dur, une première saison sans le baseball professionnel dans ta vie? C'est certain que ça change la routine. Il y a des soirs de semaine que je me demandais quoi faire. Tellement habitué d'avoir ta même routine quand la saison commence que tu arrives au terrain, il y a 2-3 heures, tu fais ta pratique, le match, tu sais exactement ce que tu vas avoir à faire à chaque jour. Là, il a fallu que je me trouve une routine un petit peu plus différente. Mais c'est certain qu'avec j'ai été quand même bien occupé là, avec le travail, avec la balle molle que j'ai commencé un petit peu plus. J'étais allé dans beaucoup de tournois, ça a été beaucoup de fins de semaine. Donc, je me suis tenu bien occupé malgré la retraite. Est-ce qu'on peut dire que tu as vraiment réussi là, à faire la coupure pour dire tu ne penseras pas un retour au jeu l'année prochaine? Ben, c'est toujours le fun de jouer, mais c'est certain que à la fin de la semaine, quand j'ai joué toute la semaine cette année, c'est certain que je n'étais pas en forme de saison. Je ne m'étais pas entraîné pour jouer 100 matchs. Donc, les petits bobos revenaient plus vite. C'était plus dur physiquement.
Donc, écoute, un retour à temps plein, ce serait très, 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 très surprenant. Mais écoute. Ce qu'il te faudrait, c'est ce que Carl faisait il y a quelques années, c'est-à-dire juste jouer les matchs à la maison. Exact. Pour un joueur de position, c'est un peu plus C'est tannant. pas difficile, surtout un joueur de statut vétéran, c'est pas quelque chose qui se fait. Donc non, j'aime bien ma vie présentement, là, tout ce qui se passe autour de côté business, côté je fais encore du sport. Je veux dire, j'ai beaucoup de fun avec la gang que je joue. Donc non, je crois pas que ce serait envisageable un retour comme ça. Mais qu'on te voit comme revenir peut-être quelques fois de notre pouce sur ta piste. Exact, si c'est possible, si ça fonctionne des deux côtés, ça me fait toujours plaisir. Là, quand Scal m'a appelé l'été passé, j'étais comme un enfant de 4 ans, là, j'avais l'impression que je jouais ma première game pro. Donc c'est toujours le fun, mais non, c'est certain qu'à temps plein, c'est plus difficile. Je veux qu'on parle un petit peu d'abord de baseball mineur. Tu as été repêché par les Angels, toi par les Mets 2 fois. Est-ce que pour vous, le baseball mineur, ça reste un bon souvenir? Je précise ma question dans le sens où on parlait en préparant l'émission, on se disait, ça reste un monde de requins. Je veux dire, veux pas, il faut toujours que tu sois meilleur que celui qui est à la même position que toi. Est-ce que vous gardez quand même des bons souvenirs de votre passage dans le baseball mineur ou ce que vous avez vécu dans le baseball indépendant? Vous dites, c'est un peu plus ça le baseball pour moi. C'est quoi le souvenir que tu gardes, Carl, dans l'organisation des Angels comme passage? Est-ce que tu as aimé la façon dont on joue au baseball? J'aimerais pouvoir retourner dans le temps puis le vivre différemment, Ouais. avec une mentalité différente. C'est ce que je comptais faire quand j'avais eu ma chance avec les Phillies, puis finalement, ça n'a pas duré très, très longtemps, malheureusement, mais au moment où j'étais avec les Angels, j'étais jeune, je comprenais pas trop l'aspect business de la chose. Les choses allaient vite aussi. Je comprenais pas la game de baseball autant que je la comprends aujourd'hui, évidemment. Mais je me faisais plein d'idées, plein de scénarios. Je me mettais extrêmement de pression pour absolument rien. Puis j'essayais de contrôler les affaires que moi, je pouvais pas contrôler. Donc, je pense pas que j'ai réussi à apprécier chaque moment. Puis je me mettais beaucoup trop de pression sur les épaules pour absolument rien, au lieu de jouer au baseball puis retirer le gars qui est devant moi, tu sais. En vieillissant, j'ai compris quel genre de lanceur j'étais, puis qu'est-ce que je devais faire pour avoir du succès. Mais à ce moment-là, je le comprenais pas. Puis dans les ligues mineures, ce que je déplore un petit peu, c'est que le coaching est un petit peu dans le sens que ton coach va essayer de te mettre un étang, puis va essayer de te changer, puis va essayer de dire c'est moi qui l'ai amené là, c'est moi qui l'ai rendu comme ça. Puis ils sont constamment en train d'essayer de te changer, puis au lieu de fonctionner, de travailler avec ce que tu as, puis de le peaufiner, ils vont vouloir te changer au complet. Fait que tu lances de façon inconfortable, ils t'obligent à lancer tel lancer dans tel compte parce qu'ils disent que c'est le même que tu dois lancer versus y aller avec ton feeling. Puis il y a plein de petites choses qu'ils t'obligent à faire, puis qui fait que tu n'apprécies pas nécessairement l'expérience, puis tu comprends pas le pourquoi du pourquoi, tu sais. Fait que t'as pas toujours l'explication qui va avec le pourquoi on te demande de faire ça. non, puis tu vois, puis Joe va pouvoir en témoigner aussi, tu vois tellement d'injustice dans le sens que ils ont investi énormément d'argent dans un joueur qui croyait prometteur, mais il va avoir toutes les chances du monde pour réussir, tandis qu'un autre que, on va se le dire, est meilleur que l'autre, mais lui est dans l'ombre, puis il risque de perdre sa job parce qu'ils n'ont pas investi autant d'argent, malgré le fait qu'il performe mieux quand il joue. Puis en bout de ligne, c'est un meilleur joueur. Tu sais. Puis je te donne la parole, Joe, dans quelques instants. Juste dire, dans le fond, tu t'appelles Carl Gélina, tu es un Québécois, tu es un choix de 47e ronde. Si tu as les mêmes statistiques que ce qu'on appelle les baby bonus, c'est quasi impossible. Non, il faut que tu le surpasses par des lunes et des lunes si tu veux que ce soit toi qui monte. Ça, ou il faut que quelqu'un haut placé dans l'organisation t'aime énormément, puis là, lui, il va se battre pour toi, puis il va te garder dans l'entourage. Okay. Faut que tu trouves un sponsor, exactement comme Carl dit. Là, un sponsor, un commanditaire. Ouais. C'est vrai, s'il y en a s'il y a un gars dans toute l'organisation qui t'adore, puis que le reste t'aime pas, mais que ce gars-là, c'est le coach des ligues majeures ou c'est quelqu'un de très haut placé, tu vas réussir à avoir plus de chance. Fait que c'est ça qui est un petit peu plus, c'est déplorable un petit peu des ligues mineures. Comprenable aussi, je veux dire, c'est une business, veulent pas, eux autres, ils veulent rentabiliser leur bonus baby, comme tu as dit. Mais on se le cachera pas que pour un joueur, c'est beaucoup plus le fun jouer dans une ligue indépendante. C'est une famille. Oui, les gars veulent retourner à la ligue mineure ou essayer d'y aller pour une première fois, ils veulent se rendre dans la ligue majeure. Sauf que, rendu là, c'est les performances qui parlent. C'est pas parce qu'il y en a un en avant de toi. Si toi, quand tu joues, tu fais ta job, ça va bien, tu vas avoir d'autres chances, puis tu vas rejouer. Si l'autre
a un plus dur début de saison, même si c'est un gars qui est de haut statut, il risque il va prendre la porte, puis tu vas peut-être avoir une chance de prendre sa place. Vous avez les deux 34 ans. Si tu retournais dans le baseball mineur, est-ce que c'est un peu comme Carl, comme joueur de position, tu ne verrais pas les choses de la même façon parce que tu n'es pas le même homme et le même joueur aujourd'hui? C'est certain. L'expérience ferait en sorte que, disons, je n'étais pas un joueur qui jouait tous les jours. Quand je jouais, je me mettais de la pression sur les épaules comme jamais parce que il faut que j'aille 4 coups sûrs aujourd'hui, je veux rejouer demain. Je veux pas, c'est vrai et faux, là, mais si tu te mets plus de pression, tu vas pas l'avoir ton 4-4, tu vas juste te creuser un trou toi-même, puis ça marchera pas. Tandis que si tu arrives, puis tu prends un at-bat, une apparition à la fois, un lancer à la fois, là, le stress descend un petit peu, puis ça te donne des meilleures chances de réussir. Si je peux renchérir sur la différence entre indépendant puis affilié, c'est que c'est un monde tellement égoïste, là, le baseball affilié. On peut perdre un match, je sais pas, 10-3, mais si le gars il est 3-4, il va être content, il retourne chez eux. Tandis que tu perds un match 10-3 avec les Capitals, ça se peut que tu aies des exceptions, là, surtout ceux qui sortent du baseball affilié, puis c'est leur première expérience indépendante, c'est ça. Tu vas juste être déçu du fait que tu as perdu un match. Puis l'inverse aussi est vrai, tu peux gagner 10-0, puis tu es 0-4, puis tu es en maudit parce que tu n'as pas performé dans le baseball affilié, tandis qu'ici, on a gagné, puis c'est ça. Fait Demain est une autre journée, on recommence, puis c'est l'attitude qu'il faut avoir. Quand j'étais en train de faire la charte, là, puis qu'un lanceur est en train de se faire ouvrir pour un 7-8 points mérité, là, en dedans de moi, je suis heureux parce que lui, il a de l'air fou, puis moi, je veux être meilleur que lui parce que je veux prendre sa place. C'est vraiment, vraiment malsain à l'intérieur d'une équipe. C'est très individualiste, tandis qu'ici, mais tu souhaites que tout le monde réussisse parce que tu veux gagner des matchs. Tu joues pour gagner des matchs. Êtes-vous déjà posé la question à savoir est-ce que votre carrière aurait été différente si vous avez été repêché par une autre organisation ou vous êtes quand même satisfait, toi les Mets, toi les Angels, de dire écoute, je pense pas que ça aurait changé quelque chose sur ma carrière? Parce que je sais pas, peut-être apprécier tes entraîneurs, peut-être que tu n'es pas dans l'organisation, tu sais, vous comprenez un peu ma question. Moi, je pense que veut pas. Chaque organisation va se rejoindre un petit peu dans le thinking. C'est sûr qu'il doit y avoir des différences. C'est sûr qu'il y a peut-être une organisation qui est peut-être un meilleur fit pour un joueur et un moins bon fit pour un autre joueur. Je pense qu'en général, ça se rejoint un petit peu. Là, le baseball professionnel, c'est une business. Comme j'ai dit tantôt, là, c'est une question d'argent, c'est une question de qui performe rendu dans les ligues majeures. Puis ils vont tout faire pour donner les chances à leur top guy. Là. Carl, penses-tu que... je sais pas, peut-être que ton instructeur des lanceurs dans l'organisation des Angels, quand tu es arrivé, ou y a-tu des choses qui te font dire que peut-être que ça aurait pu être différent? Ce que je trouve malheureux, c'est que j'ai pas vraiment appris grand-chose. Dans mon 4 ans et demi là-bas... Et puis 4 ans et demi, là, c'est long. 4 ans et demi, tu sais, tout ce qu'ils voulaient, c'est changer des trucs, mais ils m'ont pas fait comprendre pourquoi, puis ils m'ont pas fait comprendre comment, tu sais. Ah, utilise plus tes jambes. Ah, tu vas lancer une curve au lieu d'une slider. Mais oui, mais comment? T'sais, comment je le fais? T'sais? Comment et pourquoi? Ouais. Puis pourtant, pendant 4 ans et demi, ils ont travaillé avec moi pour essayer de me faire apprendre une balle cassante quelconque, une glissante ou une curveball. Puis Michel Laplante a réussi en 2 semaines ici. C'est juste de prendre le temps de me faire comprendre comment on le fait. Puis d'apprendre à avoir confiance assez pour l'utiliser dans un match versus... non, elle n'est pas assez bonne. Cancel ça, on va relancer une slider. Fait que, c'était vraiment juste de pas bien faire comprendre les choses. J'ai l'impression que peut-être que c'est moi aussi qui était le problème, que je comprenais mal les directives. Pourtant, mon anglais était quand même bon. Mais je pense pas qu'une organisation, peut-être que le coaching aurait été ou l'encadrement aurait été différent. Mais pour le peu de temps que j'ai été avec les Phillies, c'est sensiblement la même chose. Moi, je suis pas un lanceur, mais ce que j'ai cru comprendre, là, qu'il y a des organisations même qui vont refuser que tous leurs lanceurs lancent, exemple, une split finger. Mais si tu es un lanceur qui a eu du succès pour te rendre là avec ta split finger, ben tu es un petit peu dans le trouble. Parce que tu dois juste la laisser de côté puis là apprendre à lancer une slider ou une back curve. Ça se peut que je me trompe, là, mais j'ai vraiment en tête qu'il y a des organisations qui faisaient ça. Donc, ça, je pense qu'on peut-être que oui, en changeant d'organisation, cette personne-là aurait une meilleure chance, mais c'est triste d'avoir des organisations qui prennent contrôle comme ça sur la carrière de joueurs. Je veux pas, au bout de la ligne, c'est moi qui veux se rendre dans la ligne majeure. Oui, tu veux m'aider, mais enlève-moi pas mes atouts, enlève-moi pas mes forces. Vous avez joué les deux jusqu'au niveau 3A. Est-ce que vous diriez que, un soir, on est à Québec, 2 bonnes équipes avec 2 très bons lanceurs sur la butte, est-ce que ça vous fait penser un petit peu au 3A ou
on peut parler plus de 2A ou de A fort quand on regarde ce qui se passe avec la Ligue Canadienne? C'est-tu difficile à évaluer ou à comparer? C'est très difficile à évaluer. C'est surtout... c'est dur d'aller rechercher des soirées 3A. Je crois que c'est plus l'expérience. Ouais. Tu veux pas, tu as des joueurs recrues dans les deux équipes, d'un bord et de l'autre. Donc ce qu'il n'y a pas dans le niveau 3. Exact. Au niveau 3, c'est des gars que ça fait minimum là, 3-4 ans qui sont dans les ligues mineures. Ils ont du vécu. Il y a beaucoup de gars qui arrivent des ligues majeures. Je crois que côté expérience, c'est dur d'atteindre ça. Côté talent, il y a des journées que je te dirais que oui, c'est très atteignable. C'est pas. Tu arrives dans le 3, c'est pas nécessairement le talent qui l'emporte. C'est l'expérience qui fait que il n'y a jamais d'erreur, ou presque. La constance des lanceurs, la constance de tout dans un match est beaucoup plus haute. Mais écoute, je faisais juste regarder cette année, là, la défensive des Capitals, c'était... Il y a bien des gars dans le 3 qui auraient pris cette défensive. Exactement. Tu prends le line-up qu'on avait cette année, j'avais même fait l'exercice, là, la plupart avaient touché au 2A, plusieurs au 3A. Puis les autres, là, les Cubains. si tu prends les Cubains, mais j'ose espérer qu'ils auraient joué dans le 3A aussi. Là. C'est 3 joueurs incroyables. Notre line-up, à nous, ressemblait peut-être plus à un make-up d'une équipe plus vieille, un peu, plus d'expérience. Mais on rajoute à ça les 2-3 recrues qui doivent se rattacher à cause des règlements de ligue, qui affaiblit un petit peu le niveau du jeu. Mais tu peux avoir des recrues de luxe aussi qui vont t'aider. On peut juste regarder à Phil Craig cette année. Ouais. Exactement. Phil, tu le mets dans le... Évidemment, le pitching dans les mineurs est de plus en plus fort là, en termes de vélocité. On peut pas vraiment spéculer que Phil aurait été capable de faire le même genre de truc au niveau A fort, par exemple. Mais tu sais, il n'aurait pas eu l'air fou. Exact. Il n'aurait pas eu l'air fou. Dans le fond, la marche entre le A fort et le 2A semble beaucoup plus grande quand tu as le 2A et le 3A. Dans le sens où il y a... Tu sais, le 3A, tu parlais d'expérience. T'as pas l'air d'accord, non? Ben, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne coche entre le A fort et 2A. J'ai trouvé qu'il y avait une très grande marche entre le 2A et le 3A, surprenamment. Là. Et je veux dire, entre le 3A et le majeur, je crois qu'il y a une autre très grande marche. Oui. C'est assez surprenant. Quand j'ai fait le saut aussi, là, je suis parti d'être un joueur de banc du 2A, puis j'ai joué tous les jours dans le 3A au début de saison. Et on jouait toujours contre les Yankees, contre les Red Sox. C'était deux équipes que dans les ligues majeures étaient plein. Donc ça faisait que dans les ligues mineures, étaient très forts. Tu avais des Phil Hughes qui étaient là, tu avais des Clay Buchholz. C'était tous des Dave Robertson qu'on voit dans les séries. C'était tous des gars des ligues majeures qui avaient eu un petit saut dans les ligues majeures ou pas, ou c'était des gros prospects qui s'en venaient. Je dirais que quand même un bon saut entre le 2A et le 3A quand même. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Ce que je trouve, c'est que ça a peut-être changé maintenant parce qu'on dirait qu'ils font un virage jeunesse puis ils montent les gars plus vieux, plus rapidement là, pour peut-être sauver un peu de temps sur leur premier contrat de 7 ans, sauver un peu d'argent, mais dans notre temps en tout cas, c'était plus vieux dans le 3A, donc plus d'expérience. Les erreurs vont être frappées un petit peu plus fort, mais je trouvais que dans le 2A, tu avais peut-être là un peu plus de talent pur, là, des gars qui lançaient un peu plus fort, des futures vedettes. Là, qui... Des gars de 21-22 ans qui passeront peut-être même pas par le 3A. Exactement. Aujourd'hui, par exemple, je pense que c'est plus un fast track. Ils vont monter les gars plus rapidement. Puis je l'ai compris ça juste par mon expérience au Mexique. J'ai joué avec des gars qui avaient 3, 4 puis 5 ans d'expérience des majeurs, qui se trouvent plus de job, puis ont 28 ans, 29 ans, puis ils ont joué les majeurs pendant 3-4 ans. Pourquoi vous n'avez pas de job dans le 3 quelque part? Parce que là, c'est rendu... ils montent les jeunes pour sauver le temps, parce que ton premier contrat est de 7 ans. Fait que s'ils peuvent te monter, puis ils vont te garder sous contrôle plus longtemps là, à ce moment-là. On donne beaucoup d'argent, évidemment, aux joueurs du baseball majeur. Même les joueurs moyens aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent. Dans les mineurs, vous n'avez pas rempli votre fonds de pension-là. Je pense que tout le monde le sait. Est-ce que c'est... Fonds de pension. Sans dire malsain, comment c'est... Je sais pas si vous avez vous avez idée de combien vous gagnez à l'époque dans les mineurs, mais il n'y a pas de redevance qu'on donne du baseball majeur pour que les gars, au lieu de manger du beurre de pinot, vont manger un peu mieux. Est-ce que ça agace les joueurs des ligues mineures? Est-ce que c'est un peu malsain parce que les gars gagnent tellement d'argent? Moi, ce que j'ai toujours pensé de cette situation-là, c'est qu'à la limite, si tu veux payer tes joueurs pas cher comme présentement, paye-les à l'année longue. C'est juste un petit peu plus, mais au moins, si tu veux que ton joueur, que ton choix de 15e ronde, 20e ronde atteigne son plein potentiel, donne-lui un petit peu la chance de pouvoir s'entraîner
à 100% à tous les jours, manger super bien. Si t'as pas l'argent, il faut que tu ailles travailler, fait que tu t'entraînes moins. Fait que c'est comme une roue qui tourne, qui marche pas. Si au moins tu leur donnes un petit peu plus d'argent, ben ils peuvent plus se concentrer un petit peu sur leur carrière. Puis au bout de la ligne, je pense que c'est très bénéficiaire pour l'organisation. Parce que ça ressemble à quoi? Tu peux gagner 1500$ par mois, puis vivre 3 ou 4 en appartement. Premier chèque de paye, c'est peut-être 1100. C'était 1100. Année 1, je sais pas si ça a changé. Année 1, c'était 1100. Puis il m'enlevait 400, je pense, pour le logement. Fait que là, vous viviez à plusieurs en logement? Ouais, on était 2 ou 3 dans un condo. C'était beau, là, où on restait, mais j'étais en Arizona, dans la Ligue d'été, là-bas. Ça veut dire qu'il te reste 700$ après ton logement. J'ai pas grand-chose avec ça. Là. La première saison, c'était à Brooklyn. Puis on habitait dans des dortoirs, qu'on pouvait pas vraiment se faire à manger. Il aurait fallu s'acheter toutes les assiettes, des poêles, tout, pour pouvoir se faire à manger. Fait qu'on se ramasse qu'on mangeait tout le temps au restaurant. Ils nous enlevaient de l'argent aussi pour les dortoirs. Je me souviens pas c'était combien. Mais c'est ça, tu sais, le 1100$, moins la déduction, moins le logement. Tu manges 3 repas par jour pratiquement sur la route, à l'extérieur dans les restaurants. C'était en US. Mais est-ce que surtout votre première année, est-ce que c'est déjà arrivé que vous avez réfléchi à la possibilité de retourner à la maison au point, tu t'ennuies de ta mère, de tes repas de ta mère puis de ta famille? C'est-tu arrivé? L'ennui, pas tant. Je pense qu'on a les deux, on est allés dans des collèges américains, on était un petit peu habitués à ça. C'est sûr que quelqu'un qui part du secondaire à 18 ans, pas parfaitement bilingue. Pas parfaitement bilingue, c'est un petit peu plus difficile. Il y a plusieurs Québécois qui l'ont fait quand même. Ouais. Moi, dans les matchs, j'en avais quelques-uns. Blaquière et Garcia, qui étaient partis à 18 ans, justement. Je me souviens que les Angels avaient Pat Lepage. Il y a pas mal juste lui. Sinon, il y avait Michel Simard, mais lui, il avait passé par le collège. Il y avait aussi Steve Green et compagnie. On était beaucoup de Québécois à mon arrivée là-bas. Ça l'aidait pour moi à m'acclimater. Même si j'ai côtoyé juste pendant le camp d'entraînement, on était tous à des niveaux différents. Non, j'ai jamais eu vraiment de pensée d'abandonner, parce que c'était un rêve que je voulais depuis que j'étais tout petit. Tu sais. Oui, il y a des moments plus difficiles que... C'est difficile quand tu es loin de tout le monde. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas les mêmes moyens de communication. J'avais pas de cellulaire aux États-Unis, j'avais un cellulaire au Canada. Facebook n'existait pas. On avait quoi? MSN, Messenger dans le temps. Fait que tu peux appeler tes parents une fois par semaine ou deux. Avec une carte d'appel. C'est ça. Fait que tu sais, les moyens de communication avec tes proches n'étaient pas faciles. Donc, tu es un peu laissé à toi-même. Fait que ces moments plus difficiles-là, peut-être qu'ils étaient moins faciles à passer au travers, mais j'ai jamais pensé à l'abandon au grand jamais, mais ça aurait été encore plus le fun d'avoir les mêmes moyens de communication qu'aujourd'hui. Oui, probablement que ça aide énormément. Ça aide beaucoup. Puis, tu sais, je regarde ça puis je me dis des gars comme vous autres qui tripiez baseball, c'est probablement quand tu étais sur le terrain ou dans le vestiaire que c'est là que tu te sens le mieux. C'est peut-être quand tu es tout seul à la maison que c'est plus difficile. Tu sais, le baseball est ta porte de sortie qui te rend heureux. Absolument. Absolument. J'ai toujours été avec des bons groupes de gars, par exemple. Ça aide énormément. L'en dehors du terrain était le fun. J'ai tissé des liens avec des gars que encore j'ai contact aujourd'hui. Puis, fait que, tu sais, les voyages, c'était le fun. Oui, il y a des longues heures en autobus qui sont plates et pénibles et tout ça, mais tu sais, ça reste que ça fait partie de la game, puis tout le monde est dans le même bateau. Mais j'ai pas trouvé vraiment le temps long tant que ça, outre quelques moments où c'était moins facile. Tu parlais justement de gang de gars. J'aime toujours poser la question, y a-t-il des gars avec qui vous avez joué, qui aujourd'hui jouent dans les majeurs, qu'il y a 10, 15, 20 ans, vous avez dit jamais ce gars-là aurait joué dans les majeurs, selon moi. Est-ce qu'il y en a des gars que vous voyez de temps en temps à la télévision que vous êtes un peu surpris? Il y en a, oui, mais je suis pas capable de penser à des noms comme ça, mais oui, il y a des gars qui, des fois, même pendant qu'on était encore des mineurs, tu voyais, il était rappelé dans les majeurs. Ça n'a pas de bon sens. Comment il a eu la chance? Il faisait même pas si bien que ça. Ça, souvent, on a parlé, c'est de la business. Ça a été un choix plus haut, puis il faut qu'il monte. On a payé tant pour ce gars-là, il s'est rendu dans la Ligue majeure. Mais je me souviens plus, justement, de ceux qui sont là, puis qui sont bien établis, puis que dans ma tête, c'était, hey, ce gars-là, il était vraiment fort. Il dominait tout le monde, puis c'est le fun de les voir aller là, puis d'avoir des belles carrières. Dans mon cas aussi, même chose, j'ai quelques exemples qui me viennent en tête, mais même si je mentionne les noms, je pense pas que le monde va les retenir parce qu'ils n'ont pas été là bien longtemps, mais ils ont quand même touché au majeur. Ouais. Puis, dans mon livre à moi, si je joue au jeu des comparatifs, je me trouvais meilleur qu'eux, mais c'est des situations différentes, évidemment. Mais comme Joe dit, il y a d'autres joueurs, par contre, que
dès que tu les as vus la première fois, tu voyais qu'il y avait quelque chose de différent, quelque chose de spécial, puis ils sont encore des majeurs aujourd'hui, puis ils méritent d'être là. Quand les gars sont rappelés, peu importe le niveau, quand les gars graduent, c'est quoi la réaction dans un vestiaire? Est-ce que y a-tu des poignées de main? C'est-tu franc? C'est-tu malhonnête un peu? Je pense que ça va des deux côtés. C'est certain que si j'étais un lanceur, exemple, puis Carl, qui serait pas mon ami, il se ferait rappeler. C'est sûr que je dois avoir un petit pincement en disant hey, j'aurais aimé ça que ce soit moi. Mais si les gars sont amis quand même, là, on est tellement tous les jours ensemble. On est content pour tout le monde de se rendre justement à leur but. Pas tout le monde veut se rendre dans les majeurs. On est content pour l'autre gars, mais ouais, c'est ça. Il y en a qui sont c'est peut-être un petit peu plus malsains, qui sont plus bitter, comme on peut dire. Ouais, puis ils sont plus selfish, un peu amers. Mais non, c'est ça. Ça dépend de la personne un petit peu. Mais en général, le monde sont contents, sont fiers. Surtout pour des premiers rappels. Oui, quelqu'un qui est up and down tout le temps, peut-être que le monde sont moins contents pour lui, mais le kid qui arrive, il monte du 2A, s'en va au 3A, puis là, tout d'un coup, il s'en va dans les majeurs, tout le monde, en général, est bien content, bien fier pour lui. Même chose que je penserais la même chose, mais c'est plus le côté, si c'est la même position que toi, mais tu vas avoir un petit peu un pincement de Colin, j'aurais aimé ça être à sa place, comme Joe dit, mais quand c'est moi, par exemple, quand j'ai vu Howie Kendrick monter, quand j'ai vu Dallas McPherson, ça dit peut-être quelque chose, il n'est pas resté longtemps malheureusement, mais il détruisait la ligue du 3A. Là. Mais tu sais, le monde était content, puis surtout aussi, ça va avec l'individu aussi. Là. Si c'est une bonne personne, le monde va être content. Si c'est un crétin, le monde va être moins content. T'sais. Tu as parlé tantôt de la Ligue du Mexique, Carl. Ça m'intrigue un peu ton expérience, à quel point tu l'as apprécié. Est-ce que tu y retournerais lancer dans... J'y réfléchis. Je te dirais que c'est encore dans le fond de ma pensée. J'ai pas détesté l'expérience du tout. J'ai un petit peu trouvé ça plate, la manière que ça finit. Mais je comprends le côté business de la chose puis les raisons pour lesquelles j'ai été renvoyé. Mais j'ai adoré l'expérience. C'était vraiment dépaysant. J'étais loin de mon confort aussi. Ça faisait quand même 10 ans que j'avais passé ici, dans mon chez-nous, mon stade. Mes repères étaient vraiment différents. La langue, est-ce que la langue est un problème ou ça parle beaucoup anglais? C'est en dehors du terrain que la langue est un problème, parce qu'au terrain, notre coaching staff était anglophone, américain. Il y avait quelques entraîneurs hispaniques, là, mexicains. La majorité des joueurs étaient capables de parler en anglais. Il y a un nouveau règlement maintenant qui permet aux Mexicains américains qui ont, mettons, je pense que ça va jusqu'aux arrière-grands-parents. Là. Si les arrière-grands-parents ont des descendances mexicaines, mais tu as le droit d'être considéré comme un joueur mexicain. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué les mineurs, qui sont américains, mais qui ont des grands-parents ou arrière-grands-parents. Ils ne comptent pas comme import. Ils ne comptent pas comme un joueur importé. Donc, ça améliore la qualité de la ligue, je pense. C'est comme le hockey européen, c'est-à-dire qu'il y a un maximum de joueurs importés. C'est ça, 6 par équipe. Donc, toi, ce que tu mentionnais tout à l'heure, qui était un petit peu amer, c'est que vous étiez 6, puis là, à un moment donné, il y a un gars de l'année précédente qui revient, puis tu sais que tu es un peu le gars de trop. Ouais, même si tu lances bien, tu n'as aucune chance. À la base, ils m'ont invité par l'entremise d'Éric Gagné, qui courait après Éric, mais moi, je m'entraînais avec Éric pendant ce temps-là en Arizona, puis Éric n'était pas prêt à se compromettre pour aller là-bas parce que lui, il voulait retourner dans les majeurs. Ou l'Asie, tu sais, c'était majeur, Asie ou bien le Mexique, tu sais, fait que il a comme mentionné mon nom, ils ont fait des recherches, ils ont dit « OK, il est intéressant, mais on va l'inviter comme try-out, mais on ne garantit rien, c'est une long shot. » Ils m'ont vraiment fait comprendre que je m'en allais là-bas sans trop avoir de chance. Mais j'ai dit « Regarde, qui essaie rien n'avait rien. » Là. Fait que je me suis pointé là sans trop de préparation parce que je me préparais pour le mois de mai versus le mois de mars. Là. Mais je me sentais bien, je m'étais entraîné quand même tout l'hiver. Puis j'ai réussi à les convaincre, j'ai bien fait. Puis le calibre là, est très comparable à ce qu'on retrouve ici, malgré le fait qu'ils considèrent que c'est une Ligue 3A. Là. Ouais. Je trouve que c'est très, très, très comparable, même qu'ici, ça lance un peu plus fort que là-bas. Il y a beaucoup de lanceurs de chemouilles, comme on dit. Exactement, Beaucoup de balles à effet. De bouettes, c'est ça, beaucoup de balles à effet. Ça lance pas très fort. Ce qui améliore le calibre, c'est les joueurs importés dans chaque équipe. Là, tu en as 6. C'est pas toutes les équipes qui l'utilisent, ce règlement-là. Ils n'ont pas tous les moyens de se le payer. L'équipe à Puebla, c'est une équipe fortunée. Ils ont l'habitude de payer pour des gros noms. Je pense qu'on avait Andy Chavez, on avait Blake Bevan qui a joué pendant 5-6 ans des majeurs, Josh Renecki qui a joué... C'était des gros noms. Puis moi, je me battais contre ça pour me faufiler dans le 6e spot, puis j'ai réussi à le faire. Ils ont renvoyé un gars qui était blessé un petit peu, puis finalement, j'ai été gardé. Mais dès que
dès qu'un lanceur qui était là l'année précédente, qui ont gagné le championnat avec, qui avait 6 ou 7 ans, j'oublie son nom, c'est un Australien. Travis Blackley. Travis Blackley, c'est ça. On dirait que ma mémoire ne voulait pas s'en souvenir. Mémoire sélective. C'est ça, très sélective. Tu sais, dès que lui était disponible parce que les Tigers l'ont laissé aller, mais on était sur la route pendant qu'il était libéré. Puis là, ça a l'air que Travis va revenir. Là, je sais, Le pas plus calcul fou était facile qu'un à autre. faire, Là, ouais, ils c'est ne laisseront pas aller Andy Chavez puis ces gars-là qui donnent les gros sous pour être là. Puis pour eux, ça amène la crédibilité à leur équipe, tu sais, d'avoir un gros CV, tu sais, versus c'est pas vraiment orienter ses performances. Moi, je lançais bien, tu sais, puis je l'ai vu venir, ils m'ont fait passer de la rotation au bullpen après seulement qu'un départ en saison régulière. Je dis, bon, ils sont vite sa gâchette, tu sais. Oui, ça n'a peut-être pas été super, mais c'est pas catastrophique. Puis là, on entendait les rumeurs que Blackley revenait. Fait que dès qu'on est revenu à domicile, ils m'ont convoqué dans le bureau, puis je dis, regarde, je sais ce que vous allez faire, puis je le comprends. Puis tu sais, on a eu une bonne discussion, puis tu voyais qu'eux, ils étaient mal parce qu'ils étaient comme un peu obligés de le faire par crédibilité puis par obligation qu'ils avaient déjà promis à Blackley que si ça ne fonctionnait pas avec les Tigers, ils allaient revenir. Puis j'ai écouté, je dis, je vous remercie de l'opportunité. Je n'étais même pas supposé être ici présentement selon vous, tu sais. Ils ont gardé une porte ouverte. Ils ont dit, écoute, malheureusement, les règles nous empêchent de ramener un joueur que tu libères dans la même saison. Okay. Si tu veux, reste. On va essayer de faire des téléphones, voir si on ne peut pas te placer ailleurs dans la ligue. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai resté à peu près un 5-6 jours de plus. Je me suis entraîné avec l'équipe dans le temps qu'ils fassent des téléphones. J'ai eu 3 équipes qui étaient intéressées, mais à ce moment-là, Pat, il attendait de voir, tu reviens-tu? J'engage-tu un coach? C'est quand même un vétéran et l'instructeur des lanceurs. Exact. Fait que pour pas le mettre dans la merde, puis pour pas me mettre dans la merde, tu sais, mettons que je prends une opportunité ailleurs, puis qu'ils me font le même coup, là, je reviens ici, j'ai plus le rôle de coach des lanceurs, tu sais, en bout de ligne, je suis perdant. Fait que j'ai pris une décision qui était sécurisante et monétaire pour moi. Puis je suis revenu ici. Mais je me le demande. Est-ce que ça aurait pu fonctionner ailleurs? Puis je veux juste fermer la parenthèse sur le Mexique. Ça ressemble à quoi les stades, l'ambiance là-bas? Parce que je fais juste la comparaison avec quand les Cubains venaient jouer ici, puis les gens qui chantaient dans les estrades et tout ça. Certains appréciaient, d'autres détestaient. Moi, j'étais dans la deuxième catégorie parce que pour la radio, c'était pas très bon. Mais ça ressemble à quoi l'ambiance? C'est ça, c'est loud. C'est constant. Le bruit est constant. Les gens chantent. Puis, il y a des tambours, des instruments de musique. Les gens chantent. Ça n'arrête jamais. Jamais. Évidemment, dépendamment des stades, il y en a qui attirent plus que d'autres. Mais c'est loud, c'est des beaux grands stades, vieux par contre. Là. Okay. Rien de neuf vraiment là-bas. Là. Mais c'est vieux, mais c'est quand même bien maintenu, tout ça. Puis les surfaces sont belles. Veracruz, où ce que Balbino y jouait, c'était un petit peu moins beau, là, je te dirais. L'endroit est beau, mais le stade était vraiment vieux, puis la surface était ordinaire. Mais en général, là, c'est peut-être des stades qui peuvent en contenir plus qu'on voit ici, là, mais quand même des vieux stades. C'est pas mal ce que je peux dire de la qualité des infrastructures là-bas. Là. Joe, on sait que tu es passé très près de jouer dans les majeurs. Tu as déjà raconté l'histoire quand tu étais au 3A. Moi, la question que je me pose, c'est à quel moment Jonathan Marleau s'est dit ma carrière n'est pas terminée, mais je sais que je ne jouerai pas dans les majeurs. Est-ce que tu étais rendu à Québec? Est-ce que même à Québec, tu disais ça se peut, j'ai encore une chance qu'à un moment donné, le téléphone sonne? À un moment donné, Jonathan Marleau s'est couché un soir et s'est dit je pense que c'est fini mon rêve de jouer dans les majeurs. Quand je suis revenu à Québec, j'avais encore espoir. Je me suis dit. C'était quoi, fin vingtaine? C'était en 2012. Ouais, 2012, fin vingtaine, exact. Puis, à ce moment-là, je me suis dit que je joue une partie de l'année, toute l'année, peu importe. Je croyais que j'avais encore une chance de m'avoir un contrat quelque part, dépendant d'un petit peu comment l'année allait aller. Ça a bien été. Le téléphone n'a pas sonné, pas de problème, j'ai continué à jouer. Je crois que quand j'ai fait un petit peu plus une croix sur le retour dans le baseball affilié, c'est après la saison 2013. On a gagné le championnat. Oui. J'avais été MVP de la Ligue. Puis, j'avais pas réussi à avoir une invitation nulle part. Donc là, je me suis dit un petit peu, j'ai fait... C'est dur de faire mieux que ça. C'est ça. Il y a eu des meilleures saisons dans les années passées. C'est juste que cette année-là, j'avais vraiment eu une bonne saison, un petit peu overall, défensive, vol de but, un petit peu de tout. Puis
Puis j'avais pas réussi à signer, donc veux pas, là, je me suis dit... Le téléphone, avait-tu sonné un peu ou il n'y a pas eu d'offre concrète? J'avais rencontré un nouveau dépisteur des Blue Jays de Ligue indépendante qui était venu ici. Il m'avait parlé un petit peu, il dit écoute, je garde un œil sur toi, mais ça s'était pas mal arrêté là. Donc, quand je suis revenu l'année d'après, j'étais quand même content de venir jouer parce que c'est le fun, comme j'ai dit tantôt, là, jouer dans la Ligue indépendante, jouer à Québec, c'est super le fun. Donc, j'étais pas triste de jouer à balle, mais j'avais aussi fait un +1 et là, je me suis rendu compte qu'il y a moins de chances pas mal d'avoir un retour dans le baseball affilié. Puis on s'en est déjà parlé, mais comme je disais tantôt, tu es venu à un cheveu de jouer dans les majeures, tu étais à la chambre d'hôtel, tu attends un coup de fil qui n'est jamais venu. Est-ce que tu es déçu ou amer de ça ou pas du tout en disant écoute, moi, tu n'avais pas de contrôle là-dessus non plus? Non, c'est ça, j'avais pas de contrôle. Puis, j'avais pas un bon début de saison. Je me suis ramassé là un petit peu par défaut parce que j'avais bien fait au camp d'entraînement. Là, je le méritais un petit peu plus. Au camp d'entraînement, j'avais joué plusieurs matchs dans la Ligue majeure, ça avait bien été. La saison de 3 avait commencé, puis ça avait été difficile, défensivement et offensivement. Puis là, il y avait eu tellement de blessés avec les Mets que j'étais rendu à moi sur la liste, même si j'avais pas un bon début de saison. Donc, tu sais, avoir un bon début de saison ou honnête, avoir un début de saison honnête, là, possiblement qu'il m'aurait activé puis ça aurait été correct. Donc, non, je suis pas amer de ça. C'était à moi un petit peu plus de faire une meilleure job comme début de saison. Ça arrive un départ lent, mais écoute... malheureusement, ça a été un mauvais timing comme départ. Là. Puis, Carl, je te pose un peu la même question, mais je te connais quand même assez bien. Carl, ça fait longtemps qu'on se côtoie. Puis, je voulais dire, est-ce que toi, tu as fait une croix, mais te connaissant, je sais que tu es un rêveur, tu es un gars qui veut encore. Moi, j'ai l'impression que tu n'as pas encore fait cette croix-là. Ça se peut-tu? Ben, aux Ligues majeures, oui. Oui? Mais avoue qu'il y a un an ou deux, tu y penses encore croyais sérieusement. encore, Parce que le camp des Félix, ça fait pas si longtemps que ça non plus. J'aurais aimé avoir une chance de me faire valoir une saison complète, mettons, au niveau 3A. C'est plus ça qui est agaçant. C'est ça, parce que je suis convaincu personnellement que je peux tirer mon épingle du jeu à ce niveau-là si on me donne l'occasion de le faire, tu sais, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le faire. Puis moi, je suis le type de lanceur, je ne vais pas lancer 94, 95, puis je ne vais pas t'impressionner sur le coup tant que ça, mais plus tu vas me voir lancer, plus tu vas voir quel type de lanceur que je suis, puis à quel point je peux être efficace. Puis tu sais, le but du jeu, c'est de retirer le gars avant de toi. Mais maintenant, la Ligue majeure, on regarde ça, là, les séries mondiales, tout le monde lance tellement fort que c'est vers ça que ça s'en va. Puis si tu n'as pas ces outils-là, je pense pas que tu vas avoir vraiment toute chance de percer pour autant. Mais fait que moi, le baseball majeur, oui, j'ai mis une croix là-dessus. Puis est-ce que je serais capable, en pleine forme, là, d'aller lancer là, puis lancer un 6 manches, puis donner moins de 4 points? Sûrement, dans une bonne soirée. Mais de le faire sur une saison complète, je pense que les gars verraient la balle grosse de même parce qu'ils sont habitués de voir du 95. Tu sais. Je pense que la moyenne des majeurs, c'est rendu 94, je pense, la moyenne pour une balle rapide. Tu sais. Fait que je suis loin de ça présentement. Tu sais. Fait que je pense pas que j'aurais l'étoffe nécessaire pour le faire là, sur une base régulière. Mais de jouer dans un plus haut niveau que les capitales, j'ai pas mis une croix là-dessus. Tu sais. Je vieillis, mes meilleures années sont peut-être derrière moi, mais tu sais. L'important, c'est de rester en santé puis de garder la foi puis la passion puis qu'à chaque fois que tu as la balle dans les mains, d'avoir le désir de compétitionner puis de battre ton opposant. Si je peux le faire à un plus haut niveau à un moment donné, avant que ça finisse, je dirais pas non. C'est intéressant ce que tu dis par rapport aux dépisteurs parce que il y a certains dépisteurs qui sont là uniquement pour leur radar. C'est-à-dire qu'il faut que le gars lance plus que 91-92, sinon on ne le regarde pas. Fait qu'au lieu de le regarder lancer, c'est uniquement le radar qu'on va suivre. Puis c'est triste parce que, évidemment, la référence Greg Maddux vient souvent, mais je regarde Carl Hendricks avec les Cubs. C'est un bel exemple d'un gars qui peut lancer 89-90 puis avoir du succès. Le baseball a changé dans un certain sens, mais je ne suis pas convaincu qu'on prend toujours les bonnes décisions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste la balle rapide dans la vie de tous les jours. Je suis 100% d'accord avec toi, François. Il y a moyen de retirer des gars sans lancer à cette vitesse-là. C'est juste que tu as moins le droit à l'erreur. Fait que faut que tu sois plus précis. Quand tu vas manquer en dehors de la zone versus... tandis que si tu lances à 95, mais si tu regardes, là, ils sont pas toujours... Là, on voit les meilleurs en série mondiale, mais si tu regardes un match de saison régulière, là, ils sont pas tout le temps précis. Là. Puis tu regardes les highlights, de Chris Sale, là, son stuff est tellement bon. Mais tellement souvent que le catcher va être installé au coin extérieur, puis que finalement le tir va être en dedans, mais le gars il swing par-dessus pareil. T'sais. C'est que le stuff il est dans la zone, mais il est électrisant. T'sais. Tandis qu'un lanceur plus de finesse comme moi, là, plus de précision, mais tu
peux pas vraiment te permettre ça parce que tu vas te faire mal plus souvent qu'autrement. Mais le baseball, je pense que la tendance s'en va vers la vélocité, le spin rate, on entend souvent ça, justement, le spin rate. Mais tu sais, il y en a encore qui se tirent d'impasse avec, pas avec le meilleur stuff. Je fais juste penser à Estrada. C'est un gars qui lance 89-10. C'est un bel exemple d'un changement de vitesse. Le changement de vitesse fait qu'il y a toute la différence. C'est qu'il lance où il veut, un petit peu quand il veut. Donc, mettre en route, on n'en voit plus. On n'en voit presque plus. Comme tu dis, là, c'est... Si le dépisteur ne voit pas du 94, d'autres ils vont pour la projection et ils s'attendent à ce que le gars il va toujours prendre la vitesse. S'il ne voit pas un 93-14 au début, ben, il serre son gun puis il s'en va chez eux. Puis Est-ce que vous êtes étiqueté comme joueur des mineurs? L'exemple que j'ai pour toi, tu as toujours été un excellent joueur défensif. Je sais que Ernie Whitt t'a déjà qualifié comme le meilleur joueur défensif au Canada. Est-ce qu'après 1 an ou 2, on a dit hey, Joe Malo, c'est un très bon gant, mais en attaque, il ne peut pas nous en donner autant. Est-ce que les gars sont étiquetés comme ça très rapidement? Un petit peu, oui, mais écoute, ce qui est décevant là-dedans, c'est que, par exemple, au bâton, tu t'améliores au bâton en voyant plus de lancers, en allant plus souvent au bâton. Donc, si tu étiquettes rapidement joueur défensif, ben, tu risques d'en avoir moins d'apparitions. Mais oui, c'est pas très long là qu'ils vont dire bon, mais lui, c'est un organizational player. Fait que ça va être lui, on va le promener un peu partout, il joue toutes les positions. Écoute, c'est un gars qui va rester avec nous autres longtemps. Ça arrive assez fréquemment. C'est plate, mais c'est comme ça. Est-ce que, tantôt, Carl t'a dit qu'il y avait beaucoup de Québécois, puis même toi aussi avec les Mets. Est-ce qu'à l'époque, parce que j'ai vu un reportage sur Claude Raymond il n'y a pas longtemps, on l'appelait Frenchie, est-ce que les Québécois, c'était, sans dire que vous étiez différents, est-ce que vous étiez vus comme des gars qui connaissaient moins ou qui étaient moins aptes à performer au baseball? Ça a joué en ma faveur, je te dirais. OK. Un moment donné, à ma deuxième saison, j'étais à la saison courte à Provo. Puis un début de saison chancelant, puis j'avais eu une rencontre avec mon entraîneur des lanceurs, puis il dit, tu sais, Carl, il dit, t'es chanceux. Pourquoi? Il dit, t'es chanceux d'être Canadien au début, puis tu sais, you're lucky to be Canadian. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que, il dit, ici, ils pensent que tu es en arrière des autres côté baseball, puis tout ça, fait qu'ils vont te donner du temps. Il dit, tu as du temps devant toi. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris, hey, j'ai du temps, que là, je me sens enlevé de la pression sur ses épaules, puis j'ai commencé à avoir plus de plaisir à faire ce que je faisais, versus, si ça marche pas, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, puis là, je stressais, puis ça faisait boule de neige, puis tu sais. Mais la seconde que j'ai compris que, regarde, ils comprennent ce côté-là de la chose, mais ça m'a donné un petit peu plus de... Tu sais, je pouvais respirer puis apprécier le moment plus. Puis c'est là que j'ai eu une bonne fin de saison à ce moment-là. Puis l'année suivante, en 2005, ça fait longtemps, en 2005, j'ai eu la meilleure saison de ma carrière dans les ligues mineures, où j'ai mené l'organisation des victoires, des manches lancées, tout ça. J'ai gagné le lanceur de l'organisation à ce moment-là. Tu sais. Ça avait comme débloqué. Par la suite, j'ai fait une erreur qui m'a coûté bien cher, mais oui, ça a joué à ma faveur. Puis on était 5 ou 6 au début francophones, puis à la fin, j'étais le seul qui restait. Okay. Fait qu'ils ont épuré assez vite. Mais c'est intéressant parce que moi, je pensais que c'était totalement le contraire. C'est-à-dire, on pense que les Québécois partent de plus loin, mais de tellement loin qu'on ne perdra pas notre temps avec ces gars-là. Mais je trouve ça intéressant de la manière que tu l'as... Peut-être que c'était différent dans les autres organisations, mais c'est vraiment intéressant. Ouais, ben j'ai pas eu cette... ils n'ont pas dit ça, il était en arrière au baseball, on va lui donner plus de temps. J'ai eu du temps, là, j'en ai eu. Mais non, j'ai pas... ça n'a jamais joué contre ou pour moi, le fait d'être Québécois. Je crois que je suis arrivé là, puis... Sans blague, il y en a beaucoup qui ne savaient pas que j'étais Québécois ou Canadien. J'avais pas un accent pour autant en anglais. Fait que je pense que je me suis faufilé un petit peu comme étant un joueur, un Américain si on veut. Puis non, ça pas... ouais, c'est John. C'est devenu John et non Joe. Je veux qu'on fouille un petit peu dans vos souvenirs, puis surtout dans ceux de Carl, parce que tantôt, je parlais avec Jonathan. Est-ce que tu te rappelles d'avoir lancé un match parfait dans le junior contre Jonathan Malo? Oui. En effet, moi, je m'en souviens pas. Non. Ça rappelle, Carl? Très bien, j'imagine que c'est des souvenirs. Peu importe le niveau, là, c'était au niveau junior élite. C'est junior élite. C'est un souvenir qui est fantastique. Absolument. Puis, non seulement il y a Joe, mais là-dedans, j'ai encore François-Alexandre Tambosso, qui est un coéquipier avec Joe, puis je le vois souvent, puis il m'en reparle tout le temps. Puis, j'ai croisé d'autres gars aussi contre qui j'avais joué ce match-là, qui m'en ont reparlé. C'est toujours le fun de s'en rappeler.
Mais c'est une soirée spéciale, puis c'était mon deuxième dans la même année. J'en avais lancé un au collège américain aussi. Puis le pire, c'est que je l'avais... Ça, c'est un petit peu frais, là, ce que je veux dire. Avant le match, j'étais avec Mathieu Bergeron, qui était un autre Québécois qui a joué pour les Capitals brièvement. Puis j'avais dit, je me sens bien aujourd'hui, je pense que je vais lancer un match sans point de mixeur. Finalement, j'ai lancé un match parfait. Mais c'était un match de 7 manches aussi, là. 21 retraits, mais je m'en souviens très bien. C'est un soir où tout fonctionne. Puis tu sais, ça n'arrive pas sans des jeux spectaculaires. Non plus. Il y a eu quelques jeux là, que je me souviens, là, dont André Médius au 3e but qui a fait un jeu spectaculaire, mon 2e but aussi. Tu sais, tout ça mis ensemble, là, c'est un match qui est parfait, mais c'est pas juste le lanceur qui participe à ça. Est-ce que tu dirais que c'est sans dire la meilleure performance de ta carrière? Si je te demande le meilleur départ de ta carrière, puis pense-y toi aussi, Joe, comme joueur de position, tu sais, je te dis un match. C'est sûr que, tu sais, puis je me rappelle entre autres de 2009 ici, tu avais lancé un match fantastique dans le match numéro 4 qui te reste en mémoire, puis tu avais lancé un très bon match, mais si je te demandais ton meilleur match en carrière, y a-t-il quelque chose très qui bonne te vient en question. tête? Il y en a trop. Il y en a quelques-uns que je pourrais mettre dans le haut de la liste, mais je pense que mon meilleur, là, c'était l'an passé à Rockland, en Syrie. OK. Je pense que j'avais donné mon premier coup sûr en 6e ou en 7e, avec une dizaine de rétro-bâtons, peut-être même 11. Dans un stade où la balle voyage bien contre une équipe qui frappe contre une équipe qui frappe très bien à domicile, qu'on soupçonne qui triche à l'occasion. Non, je pense que ça, pour moi, là, la manière que je me suis senti en contrôle, puis tout ça, là, dans l'ensemble, je pense que ça a été mon meilleur match pro. OK. Mais tu sais, le meilleur match à vie, ça doit revenir à un des 2 matchs parfaits que j'ai lancé. Je pense que c'est celui contre Joe. Hein? Qu'est-ce que ça marquait un 0 pas de coup sûr. Toi, Jonathan, te rappelles-tu d'une soirée de 5-5, 3 doubles, 2 buts volés, un beau catch ou quelque chose comme ça? Je trouve que c'est dur. Non, mais le premier match qui me vient vraiment en tête, c'est un match junior élite. Mon premier match dans le junior élite, j'avais frappé 3 circuits dans le match. C'est mon premier match. J'avais fait un circuit, frappeur atteint, circuit et grand chelem pour égaliser le match à la fin. Puis finalement, on a gagné en manche supplémentaire. Mais, un match défensif. Oui, mais c'est ça. Ma force, c'est la défensive. Donc, mais écoute, non, ce serait pas mal ça. Mais dans le pro, mettons, là, c'est arrivé à 2 ou 3 reprises que j'ai frappé un circuit pour finir un match. Oui, donc, walk-off. Un walk-off homer. Fait que c'est toujours quelque chose de très spécial, ça. Il y en a un que c'était un grand chelem en plus par-dessus tout ça. Donc ça, c'était vraiment spécial. C'était contre les Marlins dans le Haut-Fort. Puis c'était une apparition au bâton. Là, j'étais rendu à 10, 11 lancés. C'est fausse balle. Puis là, tout d'un coup, je l'ai connecté. Puis je le savais dès que je l'ai frappé qu'elle sortait. Ça a été très, très spécial comme feeling. Je fais juste une petite parenthèse, Carl, parce que tantôt, tu as parlé de tricher en blague un peu sur Rockland, mais il y a beaucoup de lanceurs des majeurs qui parlent qu'on a un peu triché avec les balles, qu'il y a plus de circuits cette saison. Dallas Keuchel l'a mentionné lors de la Série mondiale parce qu'il y avait eu 8 circuits dans un match. Y croyez-vous ça? Je me dis, le sport a changé un peu. Là. Il y a beaucoup plus de gars de 35 circuits, 200 rétro-bâtons. Ça existe plus qu'à une certaine époque. Mais croyez-vous à ça qu'on aurait pu changer les balles ou quelque chose sans avertir les joueurs et que ça amène aussi des problèmes d'ampoule pour les lanceurs? C'est ça que j'allais dire. Parce qu'il y a eu un problème d'ampoule qu'il n'y a jamais eu auparavant. Fait que il y a des questions à se poser à ce niveau-là, à savoir pourquoi cette année il y a des problèmes d'ampoule et plus de circuits, tu sais. Clairement, peut-être quelque chose qui a été modifié là, sur la balle que personne n'est au courant, sauf quelques personnes. Si c'était juste, les balles des ligues majeures sont déjà très dures. Des ligues mineures aux ligues majeures, on voit une différence en les frappant. Je m'en souviens quand on était dans les mineurs, on avait... En l'attenant aussi. C'est pas les mêmes coutures. Les coutures sont tellement plus collées sur la balle. Là. La balle est vraiment moins... Il y a moins de friction dans l'air. Okay. Donc, c'est plus difficile de manipuler les coutures pour faire bouger la balle, mais tu peux la lancer un petit peu plus fort parce qu'il y a moins de résistance dans l'air. Okay. Fait qu'il y a un jeu là. Non, nous autres, quand on partait des ligues mineures, c'était la joke un petit peu. Les petits gars des ligues mineures, c'est hey, on a hâte d'aller frapper ces balles-là. Puis sans blague, je sais pas si c'est le son du stade qui est différent ou quoi, mais on frappait à la balle, puis juste au son, tu savais, ça sonne bien plus fort, la balle elle allait plus loin. Fait que, mais si c'était juste le plus de circuits dans la saison, les gars sont tellement en meilleure shape, sont tellement de plus en plus forts physiquement.
que je sais pas si c'est les balles vraiment, mais le fait, justement, des ampoules de doigts, pourquoi il y a autant de cas qui sont sortis tout d'un coup? Il y a peut-être vraiment de quoi là avec la prise de balle, ou c'est peut-être que les gars lancent plus des cutters à cette heure. Je sais pas si c'est quelque chose qui est plus propice à ça. C'est vraiment moi, la cutter, elle vient me faire des ampoules, là, mais ça date de tous mes années. Là. Je veux dire... Est-ce qu'ils ont fait des tests qui sont sortis? Pas du tout. Et moi, je pense qu'il y a des joueurs qui vont le demander à un certain moment donné parce que... Mais moi, je veux dire, c'est sûr que je suis un frappeur, j'ai un parti pris, mais je veux pas pour le spectateur. Le spectateur, oui, il veut voir des grosses performances de lanceurs. Il veut aussi voir, des circuits, il veut voir de l'action, du monde qui court. Fait que tu sais, ce serait pas une mauvaise chose. C'est sûr que c'est plate pour les lanceurs. Moi, je suis pas là, je les utilise pas. On a parlé de baseball mineur tantôt, puis est-ce que vous avez vécu des arrêts de travail pendant que vous étiez dans le baseball mineur? C'est-à-dire que dans le baseball majeur, il y a un lockout ou une grève? Je pense pas. Vous n'avez pas été de cette époque-là. Non, la seule chose que j'ai été témoin, ça a été une grève d'arbitre. Oui. Donc, on avait tous des remplaçants tu t'en souviens-tu de cette année-là? C'était 2000... J'étais peut-être plus dans les mineurs. C'était 2006. OK, fait que j'étais là. 2006, j'étais dans le Haut-Fort, puis je te dirais le premier mois de l'année, c'était tous des high school, college. Écoute, les arbitres sont toujours pas bons, mais eux autres, c'était comme un autre niveau. Ils étaient vraiment pas bons. Mais, non, sans blague, là... On pouvait, nos coachs, ils leur criaient après sans arrêt. Il n'y avait aucune personne qui se faisait mettre dehors. Petite anecdote, premier match que les vrais arbitres sont revenus, ça a été ma seule éjection. Je me suis fait sortir après une apparition au bâton. J'ai crié un petit peu plus fort que l'habitude, puis ça n'a pas pris une seconde. T'es habitué de crier après les autres avant. Pas crier, mais tu pouvais leur en dire des affaires, puis on dirait que ça l'amplifiait. C'était une boule de neige un petit peu. Puis là, lui, ça n'a pas été long. J'ai même pas pu en donner beaucoup. Jamais. Mais je pose la question parce que si, tu sais, puis évidemment, ça reste hypothétique, vous ne l'avez pas vécu, mais est-ce que vous auriez été intéressé à franchir les piquets de grève s'il y avait eu un lockout comme, tu sais, peut-être les gens qui nous écoutent sont un peu plus jeunes, en 94, lorsque la saison a commencé en 95, le dossier n'est pas réglé. Puis là, il y a des joueurs de remplacement. Ouais. Là, les gens disent il faut que je respecte mon syndicat, je respecte les joueurs. Mais tu sais, tantôt, on s'est parlé, les joueurs des majeurs ne respectent pas nécessairement le baseball mineur. On ne fournit pas d'argent, rien. C'est quelque chose qui vous aurait intéressé ou c'est trop dangereux pour une carrière? Ben, c'est dangereux pour une carrière, mais en même temps, ça peut te mettre sur la map aussi. Je pense que je l'aurais fait pour me mettre sur la map, mais en même temps, je me souviens qu'il y avait un coach dans les mineurs avec les Mets qui était étiqueté comme ça. C'était un de ceux qui avait... franchi la barrière, puis tous les autres joueurs qui dans ce temps-là étaient en grève n'avaient pas de respect pendant tout, ils l'aimaient pas, en tout cas, peut-être pas à 100%, là, mais en général, il n'y avait pas des bons mots pour cette personne-là à cause de ça. Donc, tu sais, c'est un risque à prendre, mais en même temps, le gars, il a eu ses années dans la Ligue majeure, je me souviens pas si ça a duré longtemps, sa carrière, mais ça peut être quelque chose qui déboule dans une grosse carrière. Puis ça dépend, je pense, où tu es rendu dans ta carrière aussi. Mais Carl, tu dis, toi, tu penses que tu aurais été prêt à le faire? Oui, moi, j'aurais été prêt à le faire. C'est un rêve de jeunesse. S'il faut que ça passe comme ça passe comme ça. Puis, si ça en choque une coupe en cours de route, mais j'ai assez d'amis que ça me dérange. Mais en même temps, je me dis, tu dis à ces gens-là, tu étais où, moi, quand je gagnais 1100$ par mois, tu en gagnais 20 millions en haut, tu n'as jamais pensé à moi. Là, aujourd'hui, il faudrait que je t'aide. Exactement. C'est un peu tannant. Mais quelque part, vous ne l'avez pas vécu, c'est peut-être mieux comme avec ça. Des meilleures conditions des mineurs, je te dirais non. Oui, exact. Si je sais pas, le Player Association, justement, couvrait un petit peu les gars des ligues mineures, mais en même temps, ils voudront pas faire ça parce que c'est du monde qui monte pour venir voler leur job. Ouais. C'est difficile, là, mais exactement. Avec des meilleures conditions des mineurs, ça peut être plus tentant de dire non, écoute, je vais faire ça comme il faut. Parce que si le baseball majeur disait, je sais pas, par exemple, on donne 1 million de plus pour le baseball mineur, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Est-ce que c'est les voyages, la bouffe? Est-ce que c'est... Je crois que les organisations se sont très bien améliorées côté bouffe pendant la saison. Okay. Là, c'est de mieux en mieux. Je prends juste l'exemple, cette année, je suis allé pendant une semaine au complexe des Blue Jays dans la Ligue mineure. Puis tu arrives là-bas, puis il y a de la bouffe à volonté, ils prennent vraiment soin de toi. Puis il y en a même qui sont pas éduqués dans tout ça. Puis il y a beau avoir plein de bouffe, mais ils savent pas
comment faire une assiette. Tu sais, c'est con, là, mais le petit gars de la République dominicaine qui a 16 ans, qui sort de là, puis qui arrive là, puis il voit toute cette bouffe-là, il va juste la manger, puis là, tu avais des assiettes. Bon, mais si tu veux perdre de poids, maintain ou gagner du poids, fait que, tu sais, ça te donnait une petite idée de comment t'enligner avec ça. On est loin de la soupe. Ouais, exactement. Ouais. Peanut butter and jelly. Ouais. Mais les organisations, ils s'orientent un petit peu toutes vers ça. Fait que ça, c'est un gros plus. Voyagement, ce sera jamais facile d'une manière ou d'une En autre. voyagement, va toujours. Moi, je pense que c'est plus le côté salarial. Ouais, c'est salarial. Comme Joe l'a bien dit tantôt, si tu fais un salaire qui est adéquat, ben pendant ta saison morte, tu vas avoir du temps. Tu ne seras pas obligé d'aller travailler un 40 heures semaine pour arriver à la fin de l'année puis avoir assez d'argent mis de côté pour pouvoir aller jouer au baseball puis en perdre. Puis on ne parle pas de 500 000 par année. Ben non. 40 000 un gars, au lieu de 15 000, puis il va pouvoir puis vivre son année. Puis tu sais, nous autres, on est arrivés à 20 ans, 21 ans, 19 ans peut-être même des mineurs. Pas si près. Il y en a qui sortent des collèges, qui ont un enfant. Ils n'ont pas eu de bonne signature. De l'autre côté, peut-être qu'ils n'ont pas une famille qui a trop d'argent. Leurs parents, ils n'ont peut-être pas beaucoup d'argent. Ces gars-là, moi, je restais surpris qu'il y ait des gars qui durent une année complète dans les mineurs. Je dis, comment vous faites? Ça n'a aucun bon sens. Mais juste au moins de supporter cette gang-là un petit peu plus, ton prospect va arriver à bout. Si je vous demandais où est-ce que vous voyez dans 5 ou 10 ans, je vais dire 10 ans, Carl, tu penses-tu que tu vas avoir pris ta retraite du monde du baseball dans 10 ans? Mais tu vois-tu peut-être à titre de joueur? À titre de joueur, oui, je vais avoir pris ma retraite. Ouais. Et je pense que on sait que tu es encore capable de lancer pour une couple d'années, mais tu regardes ça en disant ça va aller avec mes statistiques ou vraiment tu dis je vais lancer encore une couple d'années? Ça va aller avec une couple de choses. Ça va aller avec la santé physique. C'est la première chose. Si le corps est encore capable, je me compterai pas de m'entrer un moment donné à essayer d'aller me battre si mon corps répond pas bien ou si j'ai mal à quelque part. Il n'y a pas de plaisir à aller compétitionner quand tu le fais avec de la douleur. Surtout au point où je suis rendu là. Évidemment, je suis dans un contexte où j'ai tout à ma proximité pour pouvoir prendre soin de mon corps et tout ça. Fait que ça me donne un petit coup de main puis j'ai pas de raison ou d'excuse de pas le faire. Fait que je sais pas combien d'années encore je vais être capable de compétitionner. Le désir de compétitionner, ça va me manquer énormément la journée que je vais arrêter. Fait que ça, je pense pas que ça va s'éteindre avec les années qui s'en viennent. Mais d'être juste instructeur des lanceurs à un certain moment donné, c'est-tu quelque chose qui est plausible? J'ai adoré mon expérience. J'ai vraiment, vraiment trippé. Je sens que je peux apporter quelque chose à un athlète qui est de haut niveau puis qui veut apprendre aussi. C'est pas tout le monde qui sont faciles d'approche non plus, je m'en suis rendu compte. Là. Fait que, non, j'ai trippé là-dessus. Puis lors de mon séjour avec les Phillies, lorsqu'ils m'ont laissé aller, ils m'ont demandé de rester à titre de coach dans l'organisation. J'avais 30 ans, puis je les ai remerciés de l'opportunité, mais je ne suis pas prêt à accrocher mon gant. Je veux continuer à jouer, à compétitionner. À ce moment-là, le minor league, le directeur des mineurs m'a dit « Écoute, voici ma carte, puis quand tu seras prêt, la porte sera toujours ouverte. » Est-ce que ça va être vrai au moment où je vais le téléphoner? Est-ce que le gars est encore là? Mais si je peux faire une carrière après joueur, à titre de lanceur, à titre de coach des lanceurs dans les ligues mineures à quelque part, puis peut-être qu'un jour je vais pouvoir être dans les majeurs puis réaliser mon rêve à ce niveau-là. Oui, je me verrais remplir ces souliers-là. Puis dans les dernières années, de côtoyer Eric Gagné à chaque hiver pour me préparer, puis pendant ce temps-là, lui, il préparait Jason Terrien, il préparait aussi Phil Aumont qui est passé par là, puis d'autres joueurs. Tu sais, de passer du temps, puis de juste jaser baseball avec ces têtes de baseball-là, puis d'en apprendre, puis de dissecter une mécanique, puis de regarder, puis voir, tu sais, c'est passionnant pour moi. Puis je trouve que c'est quelque chose dans lequel, plus les années passent, plus j'ai une facilité aussi. Donc, je pense que dans 10 ans, là, j'aimerais ça être à quelque part dans le baseball professionnel à titre d'entraîneur des lanceurs. Avec une coupe de bague de plus. Oui. On n'a jamais assez de doigts. Joe, dans 10 ans, évidemment, tu as pris ta retraite l'an passé. Tu as travaillé dans un autre domaine. Je pense que tu te rends compte rapidement que le baseball te manque, que tu t'impliques de plus en plus avec Baseball 360. Tu te vois où dans 10 ans? C'est certain que je vais rester impliqué dans le baseball toute ma vie. Je veux dire, depuis que j'ai 4 ans que je joue au baseball, on ne sortira pas ça de notre corps. C'est juste naturel pour nous d'être dans cet environnement-là.
Date où? Écoute, je vais être encore avec Baseball 360. J'espère qu'on a encore grossi et que ça va bien. C'est certain que je vais continuer de donner des cours, peu importe là, que ce soit au centre, au sport-études, un petit peu. J'aime ça, redonner un petit peu de mes informations. J'aurais aimé ça. Quand j'étais jeune, j'en avais quelques-uns comme ça qui avaient joué dans les plus hauts niveaux. Et je veux essayer que, justement, on devienne plus des joueurs de balle au Québec. J'adore le hockey, c'est le fun, on joue beaucoup au hockey, mais peut-être un petit peu plus de donner nos informations, notre savoir de baseball. J'ai déjà pensé justement à faire essayer d'aller là-dedans, dans le baseball, dans le coacher le baseball aux États-Unis. Il faudrait que je vois un petit peu plus les offres qui sont sur la table. C'est la vie des ligues mineures, on l'a dit tantôt, c'est pas trippant, c'est de se rendre au rêve des ligues majeures. Je vois un petit peu ça comme ça aussi en étant coach. Combien de coachs qui sont dans les ligues majeures, qui n'ont jamais joué dans les ligues majeures, il n'y en a pas beaucoup. Non, le pourcentage est pourcentage est très faible. Ça reste que c'est pas impossible. Il y en a qui l'ont fait. Donc, ce serait de voir les opportunités qui peuvent s'ouvrir. Puis, sauf que c'est certain que je suis toujours ouvert à faire une carrière dans ce sport-là. Puis, je termine là-dessus parce que vous avez quand même une certaine similitude, c'est-à-dire que vous aviez préparé votre après-carrière avant même qu'elle se termine. Ça vous agace-tu des fois de voir l'expression, c'est toujours baseball bum, là, mais tu sais, des gars qui sont rendus plus vieux, qui s'accrochent, qui ont pas d'études, qui ont rien à l'horizon. Quand j'accroche mes crampons, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est vous comme ça un peu plus jeune, puis vous regardez les jeunes d'aujourd'hui en disant, les boys, ça veut pas dire d'acheter une business, là, mais au moins d'avoir un plan B. Moi, ça m'a pris une blessure pour le réaliser. OK. Tu sais, en 2007, je me suis fait mal, puis j'ai commencé à la retraite. Là, j'ai commencé à me questionner parce que ça revenait pas. Puis en 2009, j'avais annoncé que j'arrêtais. J'avais annoncé que, écoute, je suis plus capable de dealer avec cette douleur-là. J'ai plus de plaisir à compétitionner. Au lieu d'avoir hâte à mon départ, je souhaitais qu'il pleuve pour avoir une journée de plus. Fait que j'étais rendu à ce point-là. Puis ça m'a vraiment porté à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire après? J'étais retourné ces bancs d'école. Je trouvais pas vraiment ma branche où je voulais m'en aller. Puis j'ai eu une opportunité d'affaires avec le CrossFit sur laquelle j'ai sauté. Puis je remercie encore les Capitals d'avoir accepté de manager ça dans un sens où je voyageais plus avec l'équipe parce que je devais rester ici pour la business, mais que je lançais juste à domicile. Ça fonctionnait quand même bien à cause de mon rôle puis mon poste. Là. Joe n'aurait pas pu faire de quoi du genre parce qu'il jouait à tous les jours. Mais tu sais, ça m'a pris une blessure pour me réveiller et dire que ça sera pas éternel, là, tout ça. Là. Fait qu'il faut que je prépare mon après-carrière. Puis tu de peux pas là, mettre de l'argent de côté non plus. Je veux dire, tu es quand même très bien payé chez les Capitals, mais pas pour dire que tu vas arrêter de travailler pendant une couple d'années après ta carrière. Non, c'est ça. Je viens pas... C'est pas mon après-carrière, elle n'est pas réglée à cause de l'argent que j'ai fait ici, là, tu sais. Fait qu'il a fallu que je pose des pions puis que je prépare mon après-carrière, comme tu dis. Puis je suis content de où c'est rendu aujourd'hui. On aimerait tous que ça aille plus vite. Là. On souhaiterait tous. C'est ça. Je comprends maintenant que le monde des affaires, ça prend du temps avant que les choses débloquent puis qu'on puisse voir la lumière au bout du tunnel. Tu vois, là, c'est la 5e année de mon entreprise. Ça fait 5 ans avec mon entreprise, puis je commence à pouvoir respirer puis dire, bon, on a toujours été à profit, mais jamais assez pour s'en mettre dans les poches, vraiment. Fait que c'est vraiment de serrer la ceinture, puis de travailler, mettre des heures, puis réinvestir. Puis aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait, là, mais ça a pris du temps. Il a fallu que j'y croie aussi là, énormément. J'aurais pu tirer à la plug une couple de fois avec les embûches que j'ai encourues, mais de voir les autres gars qui n'ont pas rien après, puis que ils n'ont pas vraiment de background universitaire ou quoi que ce soit, c'est un petit peu inquiétant. Puis il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns, oui. Ils vont toujours être peut-être capables de se trouver une niche dans le milieu du baseball, que ce soit au niveau high school ou au niveau universitaire, mais je pense que même pour être coach universitaire, il faut que tu aies un bac. T'sais. Mais c'est ça que ça me fait penser, tu te rappelles de Kirk Clark qui a lancé ici? Lui avait dit, j'aime ça, j'adore ça. Il dit là, j'ai une chance de devenir instructeur. Je pense que c'était justement au secondaire. Puis il dit, j'ai pas le choix. Là, j'adore lancer puis je veux continuer. Mais à un moment donné, quand l'offre se présente puis qu'elle est intéressante, puis en plus, je pense que c'était par chez eux. Tu peux pas passer à côté. C'est impossible. Le gros plus que beaucoup d'Américains ont, c'est qu'il y a beaucoup plus de programmes aux États-Unis. Puis en général, c'est payé un petit peu mieux qu'au Québec parce que c'est comme si on demandait à un coach de hockey ici, il risque d'avoir plus d'opportunités qu'un coach de baseball.
On est bien traité ici à Québec. Là. Je veux dire, avec le sport-études, JP, il nous offre des belles opportunités de se sortir un petit peu de... Si on est dans le trouble, ils sont là pour nous autres, ils nous appuient bien. Mais c'est certain que c'est plus dur de faire carrière dans le sport. Je veux pas, je suis un petit peu un de ceux-là là, que j'ai pas de diplôme universitaire, j'ai pas terminé. Ça m'a toujours stressé un petit peu, mais comme Carl a dit, lui c'est arrivé suite à une blessure. Moi, c'est arrivé un petit peu quand je me suis rendu compte que j'avais plus de job avec les Mets. Là, je m'en revenais à Québec, c'est correct, mais là, je me commençais à penser un petit peu à gauche, à droite. Ce que je trouve très bon, c'est qu'il y en a. Je prends l'exemple de Jasvir Raccord, il y a 2 ans ici. Je pense que Max Tissenbaum fait un petit peu la même chose. Les études en même temps, ça a l'air facile, mais c'est pas entre saison ou à la fin d'une saison, c'est pas facile. Tu as la fatigue de toute ta saison que c'est dur à suivre une année. Surtout un joueur de position comme Max, t'as pas toujours l'énergie de t'asseoir puis de commencer à étudier, faire tes choses. Fait que ces gars-là, je les admire beaucoup pour faire ça. J'ai jamais réussi à faire ça personnellement. Mais là, je suis content. Là, on fait quelques années là, avec Baseball 360 qu'on essaie de grossir ça. J'essaie de m'impliquer le plus possible. Je reste encore dans le baseball avec eux autres, avec le sport-études. Et un petit peu de représentation par-ci par-là. Fait que, en bout de ligne, je pense que vous êtes 2 gars très heureux où vous êtes présentement. Oui, ça va bien. C'est certain qu'on veut continuer d'aller dans la bonne voie. On veut tous être millionnaires, puis on veut tous travailler moins puis gagner plus. Ça, c'est normal, c'est la vie. Mais oui, on vit bien, puis on est heureux. C'est ça l'important. Non, c'est ça. Je manque de rien. On est heureux. Je vis de ma passion. C'est le plus important, c'est d'avoir ta passion puis de pouvoir en puis faire de voir quelque les chose. 2 business dans lesquels je suis impliqué grossir, puis prendre de la valeur, tout ça, pour moi, c'est rassurant pour la suite des choses aussi. Donc, ça facilite aussi encore mon implication là, au niveau du baseball. Messieurs, merci beaucoup. Très intéressant, très, très intéressant. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a des gens qui en ont appris autant que moi, surtout sur le baseball mineur. On connaît les grandes lignes, mais on connaît pas toujours les dessous de ce qui se passe de ce côté-là. Angelina, c'est Nathalie Malo, merci beaucoup. Alors, c'était le troisième podcast de Derrière le marbre. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt. Bye bye.